Un petit peu la discussion, un très court rappel historique avant de poser quelques questions sur les œuvres présentées à Strasbourg. Daniel Buren a commencé à être présent sur la scène de l'art contemporain à partir des années 60 et a fait partie, avec un groupe d'artistes qui étaient ses amis, de ces artistes qui ont remis en question un certain nombre de données qui composaient la scène artistique dans les années 60, avec un désir à la fois de radicalité, d'interrogation de ce qui composait à la fois la scène artistique, son système, mais aussi le fait d'être artiste, et donc interroger, déconstruire. La déconstruction était à l'époque une préoccupation effectivement qui traversait un certain nombre de disciplines des sciences humaines et qui a traversé les arts aussi. Et donc c'est ainsi que Daniel Buren a décidé un jour d'utiliser des toiles pré-rayées, ce qui l'a conduit à choisir son signe visuel et à présenter ces toiles, donc fabriquées industriellement, en tant que peinture. Et ensuite, évidemment, c'était assez, secouant pour le public, de se voir confronté à des peintures qui n'avaient ni sujet, n'avaient pas de geste, n'avaient pas de matière. Donc ça remettait en question beaucoup de choses. Et ce désir de retourner au degré zéro de la peinture pour repenser l'art a été son moteur. Très rapidement, il s'agissait aussi de sortir du champ du tableau, et Daniel Buren a investi la rue, et c'est là où la continuité de sa démarche s'est affirmée, parce qu'au fond, et à travers évidemment divers moments, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il continue de faire, en se frottant à l'architecture, en se frottant à l'urbanisme, en se frottant également à la commande publique, ou à la commande ou à la demande sociale, et il est toujours en utilisant ce même signe visuel qui finalement n'est qu'un révélateur du contexte de ses interventions. Il a diversifié la nature de ses interventions, leur lieu, mais toujours avec cette idée que l'important c'était de donner à voir le contexte de ces interventions et qu'entre ces interventions et le contexte, il y avait un lien qui était indissoluble. Peut-être une autre question pour Michel. Alors voilà, on a des choses à reprendre. Si, j'ai une seule chose. Les tissus sont peints quelque part. C'est pas les tissus. C'est pas présenté comme des tissus. Voilà, exactement. Au début, donc les deux bandes des extrémités, et après, il y a des papiers non peints, assez rapidement. Voilà, alors pour enchaîner sur l'objet de notre rencontre, puisqu'on vient vous parler de cet ouvrage qui accompagne l'exposition qui se tient au musée d'art moderne contemporain, je remercie d'ailleurs tous les gens qui, pour certains l'ont déjà vu, et qui viennent pour rencontrer l'artiste. Et merci pour votre patience aussi, parce qu'on a eu ce retard qui dépendait pas de nous. Peut-être on pourrait commencer par ce qui se passe sur le musée pour arriver après sur ce qui se passe dans cet ouvrage, qui est aussi très original, et de voir justement comment vous avez, Daniel Buren, appréhendé l'invitation, puisque c'est comme ça qu'on a travaillé. On vous a invité à travailler sur cette architecture, sur ce bâtiment, sur ce musée. Comment vous avez reçu cette invitation et comment vous pouvez commenter les propositions qui en résultent, puisqu'elles sont au nombre de 2. Beaucoup de questions. Un tiroir. Bonsoir d'abord. Ensuite, tout travail, c'est à 99 fois sur 100, c'est des choses qui se font parce qu'on est invité. Ça a l'air stupide à dire, mais on n'entre pas dans un musée pour faire ce qu'on veut. Si on n'est pas invité, on n'y sera pas ou on n'y sera jamais. Si on, a fortiori, et c'est encore plus difficile, si on n'est pas lauréat d'un concours, puisque c'est presque toujours comme ça que ça se passe, ou invité plus ou moins officiellement pour faire un travail dans la rue, on ne peut pas le faire non plus. Alors ce qu'on peut faire dans la rue, et ce que moi j'ai fait pendant longtemps, c'est faire ce qu'on veut à ses risques et périls. Il faut évidemment que les choses soient adaptées pour que ça puisse se faire de cette façon-là. Il ne s'agit pas d'aller construire
pendant des mois un mur ou je ne sais quoi, bien sûr, parce que ce serait impossible. Donc il y a toujours ce problème de l'invitation qui évidemment est ouverte. Je veux dire qu'on peut très bien la refuser si les choses n'ont pas l'air d'être intéressantes ou etc. Évidemment, cette invitation ici à Strasbourg m'a immédiatement intéressé. J'ai tout de suite dit oui pour plein de raisons. D'abord parce que j'ai déjà travaillé avec Joël Pigeonnier, ici présent, donc j'ai quand même une certaine connaissance de ce que ça veut dire de travailler avec une personne avec qui on a fait une grande exposition à Ville-de-Tasse il y a longtemps. Combien de temps? Et ensuite, parce que c'est une possibilité, une ouverture par rapport à tout ce que je fais, à savoir que je ne fais pas des objets chez moi qu'on va mettre ensuite je ne sais où, c'est toujours le lieu qui va commander ce qui va se faire. Et donc c'est généralement assez différent d'un lieu à l'autre, parfois même totalement différent. Donc s'il n'y a pas cette invitation en ce qui concerne mon travail, où je deviens un peintre du dimanche, au revoir, ou j'arrête de travailler parce que sans invitation, je ne peux rien faire. Donc là, j'ai pu travailler. Et comme toujours, il y a un peu d'essayer de comprendre comment marche le lieu. C'est toujours avec une ou deux visites, des discussions qui sont aussi intéressantes, voire importantes, que d'essayer de comprendre comment fonctionnent les espaces d'architecture, etc. Et j'ai assez vite eu l'idée, sans savoir ce que je pouvais y faire, d'utiliser cette énorme verrière, sans savoir même si tout était accessible, parce que, comme vous la connaissez, c'est quand même un monument, c'est très très beau, et il fallait voir si certaines choses techniques pouvaient être résolues. Et l'espace d'exposition que j'ai utilisé. Je dois dire que dans la proposition, il y avait aussi carte blanche. Si j'avais eu une idée qui m'intéresse, on aurait pu discuter de la possibilité de faire quelque chose dans l'espace des collections permanentes. Beaucoup de choses étaient a priori ouvertes. Mais j'ai choisi deux espaces qui sont ceux de l'exposition. Alors donc, si on prend juste ces éléments de réponse à l'invitation, la verrière, c'est à peu près 1500 mètres carrés de surface vitrée. 3000. 3000. Ah oui. Et la salle d'exposition, c'est un peu plus d'une centaine d'éléments, donc l'équivalent de 3 semi-remorques, si je ne me trompe pas. Est-ce que la réponse à l'architecture, on va dire, présente, sinon autoritaire, du musée d'art moderne était forcément dans ces proportions-là, c'est-à-dire certaines monumentalités? En ce qui concerne en tout cas la verrière, si quelque chose pouvait être fait, ça allait dépendre de l'accès. Donc dès qu'on a pu résoudre les possibilités de monter jusqu'en haut, de faire des choses un peu acrobatiques, etc., j'ai commencé à travailler sur une possibilité d'utiliser cet espace, qui est très très grand, comme vous le savez d'ailleurs. Donc ça c'est une chose. Ensuite, la grande salle, qui elle est complètement modulable, qu'on peut partager avec des murs, qu'on peut laisser ouverte, qu'on peut peindre, on peut jouer avec. Elle est d'une certaine façon évidemment beaucoup plus banale que l'architecture de la verrière. L'architecture de la verrière, elle a un intérêt en dehors du fait d'être utilisable, c'est qu'elle est dans un système dans ce musée qui est un peu, si je peux dire, un peu bâtard. Et je crois savoir pourquoi, puisque c'était prévu comme une rue, et qu'en fait, il n'y a pas de rue du tout, et qu'on est dans un cul-de-sac. Et que donc, c'est très 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 grand par rapport au fait que c'est pas utilisable. Pour information, effectivement, le musée devait s'ouvrir sur le quartier derrière. Donc il a certains, du coup il y a d'autres caractéristiques,
Et l'utilisation de cette verrière, ce que j'aime beaucoup quand je travaille sur des choses transparentes, c'est la possibilité, en touchant de façon très minime des verres en l'occurrence, de pouvoir avec le soleil, à certaines heures, toucher à tout cet ensemble. Donc on a cet espace qui est gigantesque et qui, le matin, aujourd'hui je ne sais pas à quelle heure il est très éclairé, en tout cas quand on a fait l'exposition de 9h du matin jusqu'à 2-3h de l'après-midi, on a à peu près tout le hall d'entrée qui se colore, et qui bouge et qui change tout le temps dès que le soleil apparaît. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est pour moi intéressant et qui est spécifique à une telle architecture aussi. Et donc, c'est tout le volume qui est pris. Donc, c'est une chose qui est spécifique à ce genre d'utilisation. On peut évidemment se rappeler de n'importe quel vitrail dans une cathédrale où la couleur, surtout la couleur, vient toucher le sol selon les heures du jour. Là, c'est évidemment plus monumental d'une certaine façon. Et quand le soleil frappe, c'est tout le volume qui est complètement pris par les couleurs. On passe dans la couleur. Et c'est très différent de la couleur peinte, je dirais, comme ici les piliers, ou comme c'est utilisé dans l'espace d'exposition. Et donc de pouvoir montrer comme ça avec deux pièces qui sont très différentes l'une de l'autre, en tout cas l'effet produit par l'élément matière colorée, que ce soit projeté ou en transparence, puisque ça c'est la même chose, c'est les deux aspects différents de ce qui se passe dans le hall d'entrée, ou peint au sens de la peinture faite sur un objet. Je pense que sans aucun discours, quiconque a visité l'exposition se rend compte de cette énorme différence que peut procurer la couleur. C'est pas du tout le même monde d'un côté à l'autre. Et alors, on parle là du fait d'entrer dans le musée. Il est évident que le travail sur la verrière s'inscrit dans l'espace urbain. Ce serait intéressant que vous puissiez t'exprimer sur la façon dont tu as appréhendé l'espace urbain et sur la façon dont l'œuvre que tu as proposée peut le transformer et très certainement aussi le redonner à voir, à révéler. Une autre caractéristique de l'emplacement du musée, évidemment, c'est que ça déborde un petit peu des maisons alentours. Donc ça, on le sait, dès qu'on met les pieds à Strasbourg et qu'on vient vers le musée. Ce qui est évident, en tout cas, peut-être même plus que je ne le pensais, c'est que l'utilisation que j'ai faite de l'énorme verrière fait que cet élément qui est relativement anonyme prend tout à fait une autre allure de l'extérieur. Alors je ne parle même pas quand c'est vu d'en face, parce que là, du coup, c'est comme un énorme tapis. Ça change vraiment complètement. Mais si on voit que l'angle, et si on est très loin, on le voit beaucoup mieux de cette façon que lorsque c'est seulement le verre et la structure. Donc c'est vrai que ça c'est un... J'essaie toujours aussi dans les expositions, dans les galeries ou les musées, d'introduire, alors là c'est donné, c'est donc relativement facile, mais quand c'est pas aussi évident, d'introduire d'une façon ou d'une autre, alors il y a 1000 façons d'arriver, l'extérieur dans l'intérieur et si possible, vice-versa, l'intérieur vers l'extérieur. Donc là c'était absolument dans l'architecture, dans la structure, donc seulement en transformant cette verrière, on a vraiment beaucoup d'effets, appelons ça des effets si on veut, qui apparaissent de loin, qui apparaissent de près et qui apparaissent dedans, et qui sont tous à chaque fois différents, accentuant une chose qui est aussi toujours dans mon travail, qu'on ne peut le voir qu'en marchant. On n'a pas de point de vue unique qui permet de découvrir. Maintenant, chacun peut faire son point de vue, bien sûr, chacun peut dire, ouais, moi je préfère de l'extérieur, ou je préfère le d'ici, etc. Tout ça, c'est complètement normal, mais
la chose qui est donnée, c'est la plus grande ouverture possible. Et si c'est juste, c'est à chacun à ce moment-là de se faire, c'est pas de le dire, son point de vue. Une chose importante dans votre travail, et on a évoqué également la question de la couleur qui était l'objet en fait de la précédente conversation tout à l'heure dans le cadre des journées d'architecture, du rapport de la couleur et de l'architecture. Vous avez dit pour moi la couleur c'est de la pensée pure, donc c'est totalement indicible. Donc notre domaine, et pourtant votre œuvre appelle une relation sensible, je trouve, puisqu'en fait on baigne dans la couleur quand on rentre, quand on est dans cette mosaïque, quand on est dans ce pavement, quand on est dans cette fresque, on est dans la couleur. Donc on fait appel au sens aussi. Est-ce que c'est une chose que vous recherchez dans votre travail, c'est-à-dire que les œuvres soient quelque part activées par la présence du regardeur? Est-ce qu'elle en est différente quand elle est habitée? Ça c'est fondamentalement essentiel. Je veux dire, j'ai toujours dit et je pense que alors évidemment, dans le cadre de notre travail, c'est presque jamais, ça n'arrive presque jamais, puisque c'est tout de suite public. Donc, il y a toujours au moins quelqu'un d'autre qui va le voir. Mais si on prend l'exemple, si par exemple j'avais un atelier, ce n'est pas le cas, et que je travaille chez moi, et que je fasse, je ne sais pas quoi, des choses, tant que ces choses ne sont pas vues par une autre personne, mon point de vue, mon opinion, c'est qu'elles n'existent pas. Elles n'ont donc absolument, entre guillemets, aucune valeur. Le jour où on les découvre, en étant quelqu'un qui travaille en secret pendant 25 ans, on peut le découvrir et ça devient quelque chose. Mais avant ça, ça n'existe pas. Donc, je ne dis pas comme certains que du fait que l'artiste l'a fait, l'œuvre est là. Je pense qu'il faut plus que ça, et de la même manière, de façon un peu symbolique, je dirais, une personne voit et la pièce existe. Je pense que l'artiste la voit et ça suffit. Mais c'est voir, mais c'est aussi ressentir, c'est aussi parcourir. Et bon, tu parles de faire l'expérience de l'œuvre, c'est volontiers. C'est bien sûr la vision, mais c'est aussi le corps entier qui est sollicité par l'œuvre. Et ça, je crois que c'est très frappant dans l'exposition au musée ici à Strasbourg. C'est une œuvre à parcourir, une œuvre à expérimenter, qui se transforme. Il n'y a qu'à penser à l'installation dans la salle d'exposition avec sa partie blanche et sa partie colorée, donc elle a un impact sensoriel qui va bien au-delà de la simple question de la vision. Non, bien sûr, mais c'est ce qui entraîne tout le reste. Bien sûr, c'est physique aussi. Quand je dis qu'il faut marcher, on peut aussi courir si on veut, mais ça veut dire on peut éventuellement danser, ce qui est certainement une complète, soit une attention, soit à mon avis, une impossibilité de voir mon travail, c'est si on s'amusait à dire, on rentre dans le lieu et à tel pas, c'est tellement difficile que j'ai même du mal à le décrire, que quelqu'un s'y arrête et dise, ah voilà, j'ai compris, c'est impossible. Si on ne fait pas le minimum d'efforts, et même dans le musée, c'est beaucoup plus petit que sur certaines pièces que j'ai pu faire dehors, si on ne fait pas l'effort d'aller au minimum jusqu'au milieu, ou de voir comment ça se passe, même la verrière, entre le premier étage et le rez-de-chaussée, on se coupe de ce qu'est ce travail. Et même si on n'est pas intéressé quand on voit très peu, on ne voit rien du tout si on se met à y penser qu'on peut regarder ça comme un tableau ou une sculpture. C'est, à mon avis, totalement impossible. Donc, d'une certaine façon, comme c'est fait, donne cette idée qu'il faut bouger sans que ça ait besoin ni d'être écrit, ni qu'on le sache ou qu'on ait déjà vu 30 travaux différents. Et c'est toujours fait pour que ça amène à ça de façon naturelle. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le titre de l'exposition et le titre du catalogue également, comme un jeu d'enfant? Oui. Alors comment est-ce que cette idée est venue du jeu d'enfant? D'abord parce que j'utilise, comme on a pu le voir dans la salle d'exposition, quelque chose qui s'inspire des jeux de cubes. Donc ça, c'est, disons, la chose la plus immédiate, la plus formelle. La deuxième chose, c'est que
on lit depuis très longtemps, sous la plume de plein de gens, y compris des critiques d'art, etc. Mais ce n'est pas seulement une parole, disons, commune, faite par des gens qui ne connaissent pas, c'est parfois même fait par des gens qui soi-disant connaissent, de dire en voyant telle œuvre qu'on n'aime pas généralement, parce que c'est jamais fait avec une œuvre qu'on aime, oui, bon, d'accord, mon enfant tout petit peut faire ça. Donc ça veut dire qu'on se dit, comme c'est moche, comme c'est petit, ou comme ça a l'air très facile, un enfant peut le faire. Donc ça reprend un peu cette idée de dire, ben oui, c'est comme un jeu d'enfant. À ceci près que je pense que lorsque l'on dit de façon commune, c'est comme un jeu d'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant peut le faire, on oublie simplement que, justement, ce que fait un enfant quand il est petit, parce qu'après c'est tout petit, mais quand il est petit, jusqu'à vers 6-7 ans, comme ça, de façon tout à fait spontanée, comme la plupart des enfants, c'est non seulement très 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 souvent magnifique, mais c'est aussi extrêmement complexe. La seule chose, c'est que comme c'est fait par un enfant, et cet enfant n'a pas la culture qui pourrait prouver qu'il est très 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 doué, il est en fait assez normal, mais c'est très complexe en même temps. Et on a toujours tendance à dire ça comme une chose qui paraît juste un petit peu jolie, un peu merveilleuse, quand cet aspect est oublié. Donc en fait, dire que c'est comme un jeu d'enfant, ou de dire mon enfant pourrait faire ça, c'est oublier que déjà il faudrait savoir qu'un enfant petit et qui fait un dessin, c'est 9 fois sur 10 extrêmement réussi parce que c'est très compliqué et que, comme disait pas mal d'artistes, il faut attendre d'être assez vieux pour pouvoir avoir la capacité de ce que ça fait à des enfants quand ils sont tout jeunes. Et je crois que c'est très très vrai. Très très vrai, et les exemples sont très nombreux dans l'histoire de l'art. Alors ce jeu d'enfant va durer le temps de l'exposition, comme tous vos travaux in situ, ce qui veut dire qu'à l'issue de l'exposition, il partira, il restera de cette aventure un ouvrage, qui est celui-ci. Je voulais vous poser la question de la façon de consigner en fait vos travaux. C'est-à-dire depuis de nombreuses années, vous avez rassemblé ce que vous appelez des photos-souvenirs. Des photos-souvenirs qui sont un témoignage de ce qui a pu exister, mais qui n'est plus, si ce n'est dans le souvenir des personnes qui ont parcouru ces installations. Ces fameuses photos-souvenirs qui figurent aussi dans ce catalogue, quelles sont-elles? Ce sont les vôtres, ce sont celles de photographes professionnels, ce sont des témoignages d'archives, que sont ces photos-souvenirs? Pouvez-vous en parler un petit peu? La plupart, c'est moi qui le fais, mais n'importe qui peut en faire, bien sûr. C'est pas seulement sur des pièces qui n'existent plus, c'est aussi des pièces qui existent. Donc le terme photo-souvenir n'a pas de rapport avec le fait que ça n'existe plus. Le fait que ça s'appelle photo-souvenir, c'est qu'une photo, c'est pour essayer de fixer les idées, je pense, c'est mieux que rien. Mais c'est jamais l'œuvre. Et donc photo-souvenir peut vraiment dire que c'est une idée qui se rapproche de quelque chose qui a été fait, alors qu'on a vu ou on n'a pas vu, peu importe, ça reste de toute façon un souvenir, y compris pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre. Donc photo-souvenir, c'est aussi un terme très banal sur les photos que chacun a fait pour le portrait de ses enfants ou de ses parents, et c'est toujours des photos-souvenirs. Et c'est pour bien mettre la démarcation entre ça et ce qui, moi j'ai quand même ce titre, c'est quand même quelque chose que j'ai commencé à utiliser dans la fin des années 60, donc c'est pas tout à fait nouveau. Et c'était parce que je voyais dans la fin des années 60 émerger ce qui aujourd'hui a envahi absolument tout le domaine artistique, à savoir des œuvres d'art faites sous forme de photos. Je ne parle pas des photographes qui existent depuis le début de la photographie, mais des œuvres dites d'œuvres d'art qui sont, elles, absolument, je dirais, l'objet qui est présenté. Donc, d'une certaine façon, dans la plupart des cas, c'est ça l'objet. Donc, c'est normal que ce soit
soit une œuvre d'art, soit une photo qu'on considère comme un objet d'œuvre, une œuvre spécifique. Avec mon travail, si on présentait, ce qui d'ailleurs est interdit, une photo de mon travail, en tout cas interdit, on peut toujours faire ça dans mon dos, mais normalement ça n'existe pas. En tout cas, ça ne peut pas être encadré comme on voit ici. Ça peut être dans une vitrine pour signaler que telle ou telle chose a eu lieu. Ça peut évidemment se trouver dans un livre, parce que là, l'ambiguïté est beaucoup moins importante. On sait bien qu'on regarde des photos, mais quand même, c'est toujours insisté que ce sont des photos souvenirs, donc des choses qui ne sont pas de là, qu'elles soient détruites ou qu'on puisse encore aller la voir si elle est dans la rue et qu'elle est toujours existante. De toute façon, ce ne sont que ça, et c'est tout à fait en opposition avec beaucoup d'œuvres d'art depuis les années 70 qui existent. Il y a tous les cas de figure, mais il y a celles qui existent et qui sont des photos par rapport à des œuvres qui ont disparu et qui deviennent l'œuvre. Ça, c'est à mon avis l'une des pires solutions. Et il y a celles aussi qui sont des œuvres qui viennent s'ajouter à l'œuvre qui existe encore. Bon, tout ça, c'est pas des photos souvenirs, bien sûr, c'est joué autrement par l'artiste qui signe ce travail. Et donc tout ça, c'était une façon de bien mettre une délimitation que c'est pas utilisé de la même façon et ça ne peut pas être utilisé de la même façon. Pour moi, la majorité sont évidemment des catalogues, des cartes postales éventuellement, quelquefois des affiches. Ça se limite à ça. Je voudrais vous poser pour ma part une question quant au texte, parce que tu écris beaucoup, tu as compilé tes écrits dans 2 énormes volumes, il y en aura peut-être un 3e, on peut l'imaginer. Tu as aussi entrepris des démarches de catalogue raisonné pour tes peintures, pour une série d'œuvres qui s'intitule Les Cabanes, avec des explications très précises sur la façon dont les œuvres existent. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que représentent tes textes, parce que tu écris dans le domaine que j'utilisais, ou les textes des autres que tu as décidé de consigner dans ces volumes en synthèse importante. Voilà, comment est-ce que tu organises l'existence de ton œuvre à travers l'écrit?